Dans le dernier épisode, on parlait de la nécessité de faire le deuil du prince charmant. Mais vous vous doutez bien que si les hommes sont décevants en amour, ils le sont aussi globalement dans tous les autres domaines. Ce qui est sûr, c'est que personne ne pourra leur reprocher un quelconque manque de consistance. Hystérique, C'est vous qui êtes folle, là. Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée. Au-delà des relations amoureuses, donc, ce sont les amis, les pères, les frères qui peuvent faire du mal, qui peuvent décevoir par leurs réactions, leur violence, leur manque d'empathie ou tout simplement leur désintérêt total pour nos vies. Perdre un peu le respect que l'on porte aux hommes de notre entourage, c'est aussi un petit deuil à faire. Une brutalité systématique qui pousse, à terme, à accepter l'évidence. Ils ne savent pas nous aimer. Ça peut être un frère qui minimise une agression qu'on a vécue, un père qui sous-entend qu'on est chiante à tout ramener toujours tout au patriarcat, ou apprendre par la copine de notre meilleur pote qu'il n'a pas un super comportement avec elle. C'est un crève-cœur auquel s'ajoute la charge mentale de devoir aller lui remonter les bretelles, tout en anticipant le fait qu'il va soit ne pas comprendre ce qui lui est reproché, soit se placer en posture de victime. C'est être carrément trahi par ceux que l'on considérait comme des amis, dans un moment où on aurait justement eu besoin de leur soutien. C'est ce qu'a vécu Pauline. Ma première déception de la part d'un ami, elle date d'il y a 4 ans à peu près. Toute la bande d'amis, on était tous allés en boîte, la soirée s'était super bien passée, on avait tous pas mal bu quand même ce soir-là. Et puis au moment de rentrer, j'ai un ami qui me propose de rentrer avec lui chez sa copine pour dormir, pour éviter que je rentre toute seule chez moi. Et donc moi, cet ami, je lui faisais confiance, il n'y avait pas de souci, ça faisait plusieurs années qu'on se connaissait, on avait une relation strictement amicale, il n'y avait aucune ambiguïté entre nous, donc moi ça m'arrangeait de pas rentrer toute seule, quoi. Donc je suis allée chez sa copine avec lui, et sa copine n'était pas là ce jour-là. Et puis donc on est rentrés, on a mangé un petit bout, et je me suis rapidement endormie là-bas. Et au final, cet ami en a profité ce soir-là pour me violer. Il a profité de mon état où j'étais complètement sous et en train de dormir, quoi, donc pas du tout en état de comprendre ce qui était en train de se passer, donc j'ai eu un petit moment de déni. Et puis quand j'ai compris ce qui s'était passé, ça a été un peu un coup de massue, puis j'ai pas compris pourquoi il avait fait ça, enfin c'était quand même... je le considérais comme un ami, donc je comprenais pas pourquoi il m'avait violée, quoi. Donc première grosse déception quand j'ai compris. Et puis les mois ont passé, et donc j'ai commencé à le dénoncer auprès de nos amis en commun. Parce que jusqu'à présent, je le disais rien vis-à-vis de sa copine. Et un ami de la fac, donc il le connaissait très bien, quand je lui ai raconté, m'a dit bah ouais, mais vous aviez bu. Donc en gros, pour lui, mon agresseur, c'était pas de sa faute parce qu'il avait bu, donc il se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Mais par contre, pour moi, c'était de ma faute parce que je n'avais pas pu dire non à cause de l'alcool. Donc en gros, c'était de ma faute, j'étais responsable. Donc cet ami-là est rapidement parti à Paris derrière, donc je ne l'ai jamais revu. Au final, c'est pas plus mal, mais je n'ai jamais eu de nouvelles de sa part non plus. Il a complètement pris la défense de mon agresseur. Et puis, il y a un autre ami à qui je l'ai annoncé un peu plus tard, qui lui m'a dit qu'il était choqué et qu'il n'en revenait pas de ce que je venais de lui dire. Et puis, il m'a vraiment soutenue ce soir-là quand je lui en ai parlé et tout ça, donc j'avais vraiment confiance en lui, donc c'était chouette, je me sentais écoutée. Les semaines ont passé et j'avais pas vraiment de nouvelles, mais bon, c'était comme ça, je me suis pas trop posé de questions, jusqu'à qu'en fait, je vois dans ses stories qu'il voyait mon agresseur en fait très régulièrement et qu'il le voyait bien plus souvent que moi. Enfin, moi, je n'avais aucune nouvelle et il me proposait pas qu'on se voit ou quoi que ce soit. Donc en fait, il voyait vachement plus mon agresseur que moi, quoi. Donc là, deuxième coup de massue, je me suis dit mais merde, en fait, ils sont tous en train de continuer à voir mon agresseur comme si rien ne s'était passé. Puis moi, de mon côté, personne ne vient prendre de mes nouvelles, en fait, et ce souci de comment je vais. Donc ça a été un peu compliqué à gérer. Et puis j'ai eu un troisième ami qui, lui, c'est pas moi qui l'ai mis au courant de ce que mon agresseur m'avait fait.
Et à partir du moment où il a été au courant, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc c'est-à-dire que ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu et que je n'ai pas eu de nouvelles de sa part. Donc voilà, au final, donc j'ai un ami qui m'a agressé et 3 amis qui m'ont plus ou moins tourné le dos à leur manière, quoi. Suite à cet épisode, donc ça a été assez compliqué à accepter. Bon, maintenant ça va beaucoup mieux, hein. Mais voilà, en tout cas, j'ai pu me prendre en pleine face. La solidarité masculine envers un agresseur, c'est les mecs, ils se protègent, il y a aucun souci, quoi. Ça, c'est assez incroyable. Même des inconnus peuvent nous décevoir. J'en ai déjà parlé ici, mais quand j'ai appris qu'un youtubeur pro-féministe que j'admirais beaucoup était un violeur, j'ai ressenti une profonde tristesse, en plus de la colère. Cette affaire autour de Depardieu, elle me dépasse un peu. Enfin, évidemment que je suis ravie qu'on le cancel, ce type, mais je comprends pas que les gens tombent des nues avec ces révélations. Enfin, je veux dire, on savait que c'était un gros dégueulasse, non ? Moi, personnellement, j'ai toujours été dégoûtée par ce type. Depuis le visionnage des valseuses qu'on m'a forcé à regarder gamine vers 7 ou 8 ans, par des adultes. Bah oui, c'était les années 80, et c'était la culture des gros dégueulasses, et ce film était culte. Donc, selon ces adultes, qui n'étaient autres que mes parents, oui, je sais, c'est chelou. Pour ma culture générale et notre ouverture d'esprit, on a dû mater ce film en famille. Ah, ça me crispe, rien que d'y penser. Et Depardieu, depuis, c'est carrément physique. Dès que je vois sa tronche ou que j'entends sa voix, j'ai le poil qui se hérisse. Pour Johnny Depp, j'étais méga fan de lui, ado, enfin même pré-ado. J'avais des posters de lui sur tous les murs de ma chambre. Je regardais tous les épisodes de 21 Jump Street. Et je connaissais par cœur ses répliques dans son film Cry Baby. J'ai vu tous ses films, même Platoon, qui était quand même un film de guerre, et j'avais 12 ans. Et surtout, il y figurait pendant 1 minute 30, quoi. Enfin, la vraie groupie. Mais jusqu'à ce qu'il devienne de moins en moins rebelle et de plus en plus chelou, j'ai vraiment lâché l'affaire définitivement avec lui dans Pirates des Caraïbes. Et du coup, dans son affaire contre Amber, je le voyais déjà plus comme une épave, quoi. Donc, j'ai pas tellement été touchée émotionnellement par ce pauvre type. Je suis né en 87 et j'ai vraiment grandi mes années d'enfance avec le film Pirates de Polanski. Adolescent, je m'intéressais pas mal à ces films, notamment La 9e porte, qui est plus adolescence. Le côté un peu ésotérique, satanisme et tout, c'était hyper, voilà. Combo avec Johnny Depp dedans, là, on est sur un high level. Et en fait, plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte effectivement des violences. Ça fait quelques années que je suis incapable de regarder un film de Polanski. Alors évidemment, mes proches me disent oui, mais il faut séparer l'homme de l'artiste. Alors ça m'a semblé que je veux bien faire, si on me donne une hache pas très aiguisée pour que ça prenne du temps, mais sinon, ça hors de question. J'arrive plus à regarder des films de Polanski, des films avec Johnny Depp. Enfin, c'est des choses où vraiment j'ai un blocage en fait. J'ai bien conscience que je m'interdis des films qui m'ont fait du bien à une époque, mais c'est juste que là c'est plus possible. Le fait de dire qu'une fois qu'on a les yeux ouverts, on peut plus juste dire ah non, au final je fais abstraction de ça. C'est juste pas possible, quoi. Donc voilà. Donc principalement Polanski pour moi, ça a été des films très importants dans ma construction, mine de rien, quand j'étais enfant, adolescent, et adulte me débecte complètement et je n'arrive plus du tout. Pour la petite anecdote, il y a quelques jours, un proche me rend un DVD en disant tiens en fait, ça fait au moins des années que j'ai ça chez moi, je te rends ça. Et c'était justement le DVD de La 9e porte. Et mon premier réflexe c'était de me dire ah cool, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et quand j'ai regardé la boîte, je fais ah oui, oui, parce que c'est Polanski, et du coup, j'ai eu un gros ascenseur émotionnel. Mine de rien, des enflures, il y en a un paquet. Et j'ai bien l'impression que ça va pas s'arrêter, et tant mieux, c'est aussi à un moment donné que les gens osent parler, et on est sur le bon chemin, et ils ont déjà perdu, en fait. Tous ces mascus, ces agresseurs, ils ont déjà perdu, ils se rendent juste pas compte. Et le chemin est déjà bien enclenché. J'en ai plus rien à foutre de Johnny Depp. Voir son visage me dégoûte au plus haut point. Mais quand je pense à Édouard aux mains d'argent qui a bercé mon enfance, mon cœur se serre un peu. J'avais pas fait le lien avec ce deuil d'une relation, mais il y a de ça, il y a vraiment de ça. Parce qu'on peut pas le nier, parce que ça nous a construit. Mais pour autant, c'est plus ok du tout. Et les arguments, en tout cas, qu'on peut me dire, etc., qui sont compliqués pour moi, c'est le côté de dire oui, mais il faut séparer. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça, quoi. Moi, je ne peux juste pas séparer, en fait, l'homme de l'artiste. Enfin voilà, au bout d'un moment, on est ce que l'on fait et on fait avec ce qu'on est. Donc à partir de là, il y a pas à séparer, quoi.
Mais ouais, c'est quand même un sacré bordel parce que je pense qu'on est une génération où on bascule. Enfin, après, je sais pas trop dans quelle tranche d'âge. Je pense qu'on est similairement dans la même tranche d'âge, mais on est la tranche de la bascule, quoi. Avant, j'aimais beaucoup L'Homme Pâle. J'écoutais souvent ses musiques, ça me servait un petit peu d'exutoire à certaines choses. Et puis, quand j'ai appris qu'il avait été accusé de viol, de violence, etc., bizarrement, j'ai pas été choquée. Bon, déçue parce que c'est un énième nom sur une liste qui est bien trop longue, mais pas forcément choquée. Après, je me suis obligée à ne plus écouter ses chansons, et notamment sur Spotify, parce que même à toute petite échelle, je voulais pas rémunérer quelqu'un responsable de ça. Voilà, donc ça fait toujours un peu bizarre de ne plus écouter un artiste pour lequel, bah voilà, on pouvait passer beaucoup de temps à écouter ses textes, etc. Des chansons que j'aimais beaucoup. Bon voilà, il y a d'autres artistes qui sont très bien, déçus mais pas choqués, quoi. Voilà. En plus de la déception, il y a eu d'autres émotions comme bon déjà de la compassion envers les victimes qui avaient porté plainte parce que je sais que c'est très difficile, qu'il faut être courageuse, etc. Donc c'était vraiment en mode force à elle. Et puis de la colère aussi puisque on retombe toujours dans le même système au niveau de la société en général et au niveau judiciaire. Voilà, on protège ces hommes-là, on va mettre en question la parole de la victime, donc de la colère, malheureusement à laquelle on est habitué, mais à laquelle il faut pas non plus penser qu'ils sont plus forts que nous. Il faut quand même se battre sur tous les plans, au niveau éducation, au niveau judiciaire, au niveau voilà, il faut croire les femmes. Donc oui, de la compassion pour les victimes, de la colère envers notre système, mais aussi voilà un encouragement à aller plus loin et à décortiquer un peu toutes les sphères dans lesquelles ça peut se passer. Je vais peut-être essayer d'expliquer quelque chose qui est un petit peu flou à expliquer ou en tout cas à poser avec les bons mots, mais quand j'entends ce genre d'histoire, en fait, automatiquement, quand tu as été victime d'agressions sexuelles, et notamment dans l'intimité ou pas d'ailleurs, ça renvoie à ces événements et bon, c'est jamais agréable. Et puis, tu te rends compte que malheureusement, c'est hyper courant dans la vie de tous les jours pour les femmes d'être agressées, d'être violées ou d'être victimes d'agressions sexuelles, etc. Et tu développes de la méfiance en mode ah ouais ok il y a autant de mecs qui sont capables de ça et je pense que ça influence les relations futures donc il y a un impact sur le moment présent mais aussi sur le futur à mon sens. Ça s'étend à toutes les sphères de la société, en politique aussi bien sûr. Darmanin démission déjà, mais la haine à la limite ça va. Je sais pas pour vous mais l'insulter sur internet ça m'aide déjà énormément. Par contre, la réaction d'une partie de la France insoumise suite à la condamnation d'Adrien Quatennens, ça m'a fait de la peine, réellement, alors que je connais pas ces gens, mais on se sent trahi. Pareil pour Julien Bayou chez ELV. J'imagine même pas la blessure que ça représente pour les victimes elles-mêmes, au sein d'un parti politique dans lequel elles sont investies, comme dans une famille choisie. En tout cas, nous, ça nous renvoie à nos propres vécus de souffrance. Avec mes copines et mes potes féministes, on a régulièrement cette réflexion. Oh là là, j'espère que lui, on va pas être obligé de le cancel. S'il y a un MeToo qui sort sur ce type-là, je vous jure, je perds foi en l'humanité. Ce sont des choses qui nous préoccupent vraiment, qui nous inquiètent. Voire même, ça pourrait nous briser le cœur. J'exagère pas, j'ai tout le temps cette discussion avec plein de personnes différentes. Ça concerne des mecs perçus comme ayant plus ou moins renoncé à la masculinité hégémonique, ou alors qui seraient carrément des alliés à la cause féministe. Tom Holland, Paul Mescal, Timothée Chalamet, ou Alain Chabat, Dany Eraz, Guillaume Meurice, Adrien Méniel, mais aussi François Ruffin, Philippe Poutou, Olivier Besancenot ou Edoui Plenel. On ne cancelle pas par plaisir ou manque de souplesse intellectuelle, mais par nécessité et par espoir d'une société plus juste. C'est inévitable pour nous de plus les aimer. Impossible d'être en empathie avec eux quand on est en empathie avec les victimes. Celles qui les défendent se sentent forcément plus près des agresseurs. Ça pose question.
Comme quand notre président souligne que Depardieu est un immense acteur et qui rend fière la France, sans un mot pour les 14 femmes qui ont porté plainte contre lui pour viol. Comment est-ce qu'on peut avoir plus d'empathie pour un gars qui est juste un petit peu moins glorifié que pour des femmes victimes de viol ? Pour moi, c'est avec Gainsbourg que c'était le plus long et le plus brutal comme réveil. Comme beaucoup, j'ai baigné dans sa musique depuis mon enfance. J'avais 11 ans quand il est mort en 91. Il était vraiment notre idole. Et j'ai continué à l'écouter beaucoup. Je connais ses chansons par cœur. Et sans jamais entendre qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et puis, je suis devenue féministe, plutôt très engagée. Et du jour au lendemain, je n'ai plus pu. J'ai avalé la pilule rouge, comme on dit chez les féministes, et soudainement, tous ces textes m'ont fait exploser le cerveau. C'est comme si on avait rajouté tout d'un coup un sous-titre auquel j'avais pas accès avant. C'est complètement fou comme expérience. Et aujourd'hui, je ne peux plus écouter Gainsbourg, il me dégoûte. Et je suis surtout effarée que ça m'ait pris autant de temps pour le voir et l'entendre. À propos de la pilule rouge, Lorraine Bastide, la journaliste, l'écrit très bien dans son livre Futur, en disant, je la cite, « Quand on chausse les lunettes du genre et qu'on voit soudain clair dans le fonctionnement sexiste de la société, cela bouleverse le cours d'une existence. Ça modifie tout le rapport au monde. Un peu comme gober la pilule rouge de Matrix, métaphore dont les féministes contemporaines raffolent. » Le truc avec Gainsbourg, c'est qu'il était cool parce qu'il était subversif. Et parce qu'on banalisait complètement le côté pervers de ce genre de bonhomme, moi, avant mon éveil, et donc avant la pilule rouge, je suis passée complètement à côté des sujets en face de Gainsbourg. Donc de jeunes filles, notamment sa fille dans Lemon Incest, mais aussi tous ces personnages. Il y avait Melody Nelson, Elisa, ou encore la petite de 17 ans à la limite dans Sussex Hanson. Je les voyais pas, mais même pire, je les considérais pas, en fait. Et puis en chaussant les lunettes du genre, pour reprendre les termes de Lorraine Bastide, j'ai eu soudain un choc, en fait, en les voyant enfin, ces jeunes filles. Et aujourd'hui, je ressens de la culpabilité de ne pas les avoir vues avant et d'avoir chantonné sans réfléchir tous ces textes sans penser à ce qu'ils représentaient, en fait, sans les comprendre et en fait les cautionner. Donc tout ça me met évidemment très en colère. Être féministe, c'est aussi être tiraillé entre comprendre qu'on ne sera jamais témoin de notre vivant d'une vraie égalité entre les genres et l'espoir de voir les choses évoluer petit à petit. J'étais allée voir l'exposition Parisienne citoyenne l'année dernière, une superbe archive des luttes politiques féminines depuis la Commune. Et lire les manifestes, les slogans, regarder les affiches, ça m'avait bouleversée. Le temps que ça prend, les boucles qui sont faites, elles avaient déjà tout dit, tout écrit. Pourquoi on redécouvre ça que maintenant ? Pourquoi on reprend toujours tout à zéro systématiquement ? Et à la fois, il y a un espèce de sentiment de félicité, d'arriver à être si droite dans mes convictions, et en même temps, il y a des moments où j'ai vraiment envie de pleurer, parce que c'est tellement dur de me dire, mais putain, on en est encore là, quoi. En 2023, là, je suis encore en train de me battre pour ça, là, je suis encore en train de voir que dans les pays étrangers, on se bat encore pour le droit à l'avortement. Mais fait chier, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment donné où c'est insupportable. Je vous remets un passage de l'entretien avec Alice Coffin dans l'épisode 4 qui me bouleverse à chaque fois. J'en parle à peu près une fois par semaine avec des amis ou des collègues quand quelqu'une raconte qui elle perd espoir sur l'état du monde. Ça m'avait beaucoup émue, en fait. Annie Ernaux, l'écrivaine, avait donné sa réaction au mouvement MeToo à ses débuts. Et elle avait dit, mais je pensais pas avoir ça de mon vivant, enfin de ma vie, et ça avait résonné très fortement, en fait, c'est par là, en disant, oui, enfin, bon, voilà, ce qui est, je pense que ça s'apparente quand même à un processus d'ordre révolutionnaire dans ce qui s'est passé en matière de MeToo. C'est très intéressant. En tout cas, oui, on a obligé, oui, c'est tenu de faire comme si on allait réussir à tout renverser, ce qui est sans doute un peu de lucidité. C'est vrai que non, ça n'est pas vrai, mais il faut avoir ça aux tripes quand on le fait, en tout cas. Oui. Alice, ma camarade réalisatrice, en a parlé aussi. Décidément, Alice, c'est vraiment un prénom merveilleux.
Bon, en étant assistante à la réalisation et en étant documentariste, j'ai accompagné une réalisatrice française qui fait un film en Islande sur justement comment l'Islande est un espèce de laboratoire du futur où on observe des modifications, des changements de la société, des avancées environnementales et sociales, et notamment sous l'égide de 3 femmes, enfin sous le mouvement des femmes en général, avec 3 femmes qu'elle prend comme personnages précis, dont une jeune avocate qui milite pour la mise en place de la nouvelle constitution et qui est lesbienne. Et il y a un moment dans une interview où elle dit la position et le travail d'un militant, c'est de se battre, c'est très long, mais à la fin, tu gagnes. Et quand Catherine Ozetir elle dit ça, je me dis ouais, en fait, elle a carrément raison, et c'est là-dessus qu'il faut s'accrocher. C'est ce genre de petites phrases où ouais, ça peut peut-être paraître désespéré pour certaines personnes, mais moi, ça me fait tenir et ça me permet de rester droite dans mes valeurs et de me dire que quand il y a des inimitiés qui se font parce que je me raidis un peu dans mes convictions et que je lâche pas le morceau, en même temps, ça me permet de dormir la nuit, ça me permet de pas avoir mal au ventre, ça me permet de tenir mes projets, ça me permet d'aller jusqu'au bout des choses. Merci à toutes les personnes qui ont partagé leur expérience avec moi. Si le sujet des relations intimes avec les hommes vous intéresse, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un entretien avec Sabrina Erin-Jean du compte Instagram Olymprève et autrice notamment de l'essai « Les hommes ont tué l'amour » sortira très bientôt. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues, commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Leménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.